Toxinologue, toxinophile, toxinolâtre. Je suis très heureux aujourd'hui de recevoir et de m'entretenir avec le professeur Jeffrey Sachs. Jeffrey Sachs est un des esprits les plus brillants des États-Unis. C'est quelqu'un, je vous ferai sa biographie plus tard, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il est économiste, il s'occupe du développement durable, il a été le conseiller d'énormément de gouvernements, il s'est occupé absolument de tout, et surtout, il a des idées à lui, des idées controversées, mais des idées qui frappent. Et en ce moment, avec l'actualité qui nous occupe, entre Russie-Ukraine, entre Israël-Iran, entre ce qui se passe du détroit d'Ormuz à Pékin, en passant par l'Europe, de Macron et de Merz et Poutine qui est là. Donc, qu'est-ce qui se passe et comment? On va en parler avec Jeffrey Sachs. Voilà, et vraiment, prenez le temps, accrochez-vous, on va parler de tout et on va parler au plus haut sommet, et c'est ça qui est intéressant, parce que c'est au sommet qu'on respire le mieux, comme vous le savez. Précisons que cet entretien qui s'est passé entre Washington et Paris a été enregistré lundi 23, bien avant, en tout cas, bien avant, 48 heures avant le cessez-le-feu. On le précise parce que nous n'avons évidemment pas parlé de ses conséquences, mais voilà, tout le reste est là, brut de décoffrage. Jeffrey Sachs, hello, very glad to have you for the... Jeffrey Sachs, bonjour, c'est un plaisir de vous avoir avec nous pour le public français. Vous savez, il y a encore quelques pays qui parlent le français dans le monde, la France évidemment, la Suisse, la Belgique, le Canada et bien sûr tous les pays francophones d'Afrique. J'aimerais comprendre quelle est votre vision du monde. Nous sommes aujourd'hui en 2025, donc il y a 25 ans, en l'an 2000. En tant que professeur, en tant qu'enseignant, en tant qu'intellectuel qui suivait toutes les tendances, auriez-vous imaginé que nous serions dans la situation d'aujourd'hui? Très certainement, je peux vous dire que je n'aurais jamais imaginé la situation d'aujourd'hui. En 2000, j'étais conseiller auprès des systèmes des Nations Unies. En 2001, je suis devenu conseiller spécial de Kofi Annan, qui était alors secrétaire général. Ensuite, j'étais également conseiller pour l'OMS. Et à l'époque, je voyais le monde comme un monde interconnecté. Il y avait toujours quelque chose que je pourrais appeler la bonne foi aux États-Unis et en Europe envers le reste du monde. Et aujourd'hui, ce monde n'existe plus. C'est une fracturation complète de ce monde que nous observons. Nous avons entendu les propos tenus par les présidents des États-Unis et d'autres pays. Comment imaginer qu'un président des États-Unis puisse publier un post au sujet de l'assassinat du dirigeant iranien, la russophobie permanente du matin au soir, la préparation à la guerre en Europe, la sinophobie. À Washington, là où on entend que la Chine est le grand ennemi, le génocide en cours, perpétré par Israël à Gaza, et aucune voix ne se lève à l'Occident contre ces faits. C'est un monde choquant. Ce n'est pas du tout ce que j'avais espéré, cela c'est certain, mais ce n'est pas non plus ce que j'aurais pu imaginer. Mais soyons honnêtes, j'ai toujours été naïf et je me suis souvent trompé quant à la réalité. J'ai toujours espéré mieux que la réalité et que ce que nous observons. Oui, mais Jeffrey Sachs, j'entends bien ce que vous nous dites, mais ne pourrions-nous pas avoir les mêmes propos
Parce que j'ai l'impression que vous nous dites, voilà, l'Europe, les États-Unis et l'Ouest, de manière générale, mènent des actions terribles, horribles, mais la Russie, la Chine, l'Iran, le régime iranien, on ne peut pas dire qu'ils soient caractérisés par une démocratie parfaite, par leur défense des droits des hommes et encore plus des femmes, et leur liberté d'expression, liberté simplement de vivre. Ne sommes-nous pas dans des pays ou dans un monde plutôt où il y a une séparation, il y a des horreurs des deux côtés de ce monde? Alors, ce qui m'étonne, c'est que l'Occident parle toujours de démocratie et l'oppose à l'autoritarisme. Il y a un autre côté à cette équation. Ces démocraties, ces soi-disant démocraties, la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne, ont été absolument violentes envers le reste du monde durant leur époque de démocratie. Donc la démocratie, c'est une façon de gouverner en interne, mais cela ne signifie rien du tout. Cela ne mesure pas du tout, ni ne garantit le fait de se comporter correctement envers le reste du monde. Et c'est d'ailleurs très intéressant. Prenons un exemple. Dans l'Antiquité, Athènes. C'était une grande démocratie, mais c'était également une cité-État impérialiste, qui en plus avait des esclaves. Oui, bien sûr. Même leur façon de gérer les choses en interne, mais si nous prenons leur politique extérieure, elle était très agressive, et d'ailleurs, cela a mené à leur perte. Leur campagne contre Syracuse en 411 a fini par mener à leur effondrement lors de la guerre contre Sparte. Donc finalement, on peut être son propre pire ennemi. Et dans notre monde, je pense qu'au XIXe siècle, la Grande-Bretagne, on peut dire que c'était peut-être la société la plus démocratique. On pourrait également mentionner la France durant certaines périodes. Mais quoi qu'il en soit, ces deux États étaient impérialistes et violents à l'international. Et la façon de se comporter des États-Unis à l'international me retourne l'estomac. C'est difficile pour moi en tant qu'économiste du développement. Depuis des décennies, je passe ma vie en dehors des États-Unis. Je reviens aux États-Unis parfois parce que j'y vis. Mais je travaille en Afrique, en Amérique latine, en Asie. Et pour dire les choses assez simplement, je suis révolté. Révolté par l'impérialisme américain. Plus le temps passe, plus je le suis. Et donc aujourd'hui, il y a un génocide en cours à Gaza. Des personnes sont assassinées de sang-froid. Et ce sous les railleries des Israéliens. Et pourtant, vous entendez un de nos gouvernements démocratiques élever la voix à ce sujet? Ou même murmurer à ce sujet? Non. C'est pathétique. Le président Macron est censé co-organiser la conférence sur la mise en œuvre de la solution à deux États, qui a été postposée d'ailleurs. Mais même la France elle-même ne reconnaît pas l'État de la Palestine. Pourquoi? Parce que les États-Unis les gronderaient. Vraiment, les valeurs sont si basses. Comment osons-nous parler de nos grandes valeurs, nos grands principes de démocratie alors que les États-Unis font pleuvoir les bombes sur d'autres peuples, que notre président poste au sujet de l'assassinat de dirigeants étrangers? On parle de Khomeini, de Khomeini ici, oui. Oui, l'hypocrisie, à un moment, me touche. Oui, je comprends ce que vous nous dites. Professor Sachs, because I completely, let's say, partake the
J'entends tout à fait ce que vous dites quant à ces massacres en cours à Gaza, par exemple. Mais pour moi, le problème, c'est qu'il y a toujours deux poids, deux mesures. Personne ne parle, et c'est encore moins que pour Gaza, parce que Gaza, on en parle, mais ce n'est pas suffisant, mais personne ne nous parle du Congo et du Rwanda, personne ne nous parle du Soudan, personne ne nous parle des Houthis au Yémen qui sont massacrés par l'Arabie Saoudite. 300 000 femmes et enfants qui parlent des chrétiens. Hier même, il y a eu un massacre à Damas de 250 chrétiens au sein de leur église qui nous parlent de Boko Haram au Nigeria qui, tous les jours, massacre des familles entières de chrétiens. Et ceci arrive également à des musulmans. Donc ce qui me frappe, et j'aimerais avoir votre avis là-dessus, c'est que nous parlons de ce qu'il se passe dans certains endroits, mais en tant qu'Occidentaux, nous devrions être indignés par tous les massacres et génocides de ce monde. Il n'y en a pas qu'un seul, il y a de bien nombreux génocides. Alors je pense personnellement qu'il faut comprendre, autant que faire se peut, le pourquoi du comment. Les histoires qui sous-tendent ces crises. D'où viennent-elles? Et comment peut-on résoudre ces crises? Il y a des complexités qui rendent les choses très difficiles à comprendre. Cela demande beaucoup de temps et d'analyse. Mais il y a autre chose qui est très réelle. Il y a un jeu caché ou pas si caché, joué par la France, par les États-Unis, par la Grande-Bretagne et d'autres dans ces grandes crises. Et ceci, on ne nous le raconte pas car nos gouvernements mentent. C'est leur job. Et donc à partir de la Deuxième Guerre mondiale, mais ça a toujours été le cas pendant des siècles, mais j'ai l'impression que les choses en tant qu'Américains ont commencé à partir de la Deuxième Guerre mondiale, nous sommes devenus un État de la sécurité. L'institution la plus puissante des États-Unis, c'est la CIA. Pourquoi est-elle si puissante? Parce qu'elle ne rend aucun compte. Elle est totalement secrète, elle agit en toute impunité. Et en plus, elle agit en dehors du cadre de la loi. Et en plus, c'est une institution violente. Et évidemment, elle est en coopération avec le renseignement français, le BND en Allemagne, le Mossad, le MI6. C'est une partie violente de notre société qui est cachée de tous. On nous ment à son sujet. Il y a tout de même des choses qu'on peut observer tous les jours. Et d'ailleurs, j'avais mentionné un des cas que vous avez soulevé, donc la Syrie. Ça fait 14 ans que je m'en occupe, ou en tout cas que j'observe la situation. Pourquoi? Il y a 14 ans, j'étais à la télévision, lors d'un entretien à la télévision sur une grande chaîne aux États-Unis. Et à la télévision, nous voyons Barack Obama, notre président, dire ceci. Bachar el-Assad doit disparaître, doit s'en aller. Et alors, il se retourne vers moi et me demande qu'est-ce que vous en pensez? Je dis c'est intéressant, qu'est-ce que ça veut dire ça? Il doit partir, c'est le président de la Syrie, il ne s'agit pas d'un territoire américain. Alors qu'est-ce que cela démontre? Cela démontre l'état d'esprit des États-Unis, de la France, de la Grande-Bretagne et autres, c'est-à-dire qu'ils ont dominé le monde pendant des siècles et donc ils pensent encore que c'est le cas aujourd'hui et ils peuvent décider qui gouverne ou qui ne gouverne pas. Et Israël est très certainement en train de se dire nous allons changer les régimes à Téhéran l'année prochaine. Alors je peux vous dire que c'est une violation de l'article 2 de la Charte des Nations Unies. Normalement, cela devrait appeler directement à une réunion du Conseil de sécurité. Évidemment, ce ne sera pas le cas. Quoi qu'il en soit, ce que j'essaye de vous dire, c'est ce qu'il s'est passé en Syrie. C'est que le président Obama a décidé de demander à la CIA de renverser le gouvernement de Bachar el-Assad. Il ne m'a jamais demandé, à moi, mon avis, ni aux électeurs américains, ni au Congrès américain. Il n'a jamais demandé son avis à personne. Mais les États-Unis se sont de nouveau lancés dans une mission de renversement de régime.
Alors vous allez dire, oui, c'est un dictateur. Oui, eh bien, je ne pense pas que les États-Unis devraient s'occuper de renverser des régimes ou des gouvernements, parce que sinon, le monde ne survivra pas si c'est notre comportement de tous les jours. Quoi qu'il en soit. S'ensuivent 14 années de guerre, des centaines de milliers de vies perdues. Je vais vous raconter une histoire, petite anecdote intéressante. L'année juste après le début des opérations secrètes de la CIA, il y avait déjà la guerre en Syrie, et Kofi Annan, que j'adore, a été envoyé comme envoyé spécial par le secrétaire général de l'époque là-bas pour essayer d'obtenir la paix. Et j'ai parlé avec lui et il m'a dit quelque chose de très frappant. Il m'a dit, il y a un accord de paix. Toutes les parties sont d'accord, sauf une partie, les États-Unis. Les États-Unis ont empêché la paix. Pourquoi? Parce que la condition mise sur la table par les États-Unis était simple. Le jour de la signature de l'accord de paix, Bachar el-Assad doit partir. Il voulait simplement un changement de régime. C'est tout ce qu'il voulait. Et puis aujourd'hui, vous connaissez tous ces massacres, les djihadistes qui est maintenant à la tête de la Syrie. On essaye de lui redorer son image radicalement. Parce qu'il faut le savoir, la CIA, ils sont aussi très forts en matière de rhétorique. Ils sont presque aussi bons que ChatGPT pour inventer une histoire. Et donc aujourd'hui, il est censé être l'unificateur du pays, etc. Mais ce que j'essaie de vous dire ici, c'est que les pays puissants jouent un jeu caché dans de nombreux problèmes de ce monde. Et pour une raison assez simple, et je suis économiste, donc je peux vous l'expliquer. Une guerre, cela coûte très cher. Une guerre, cela ne se fait pas tout simplement parce que vous n'aimez pas un gouvernement ou parce que vous désirez envahir un autre territoire. Non, cela demande des ressources financières, technologiques, des équipements. Il n'y a que quelques pays qui en sont capables. Donc les guerres que nous voyons, pas exactement toutes, puisque certains, évidemment, s'entretuent à coups de machette, mais la plupart des guerres que nous observons aujourd'hui sont soutenues par les États-Unis, ou par les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne. Je vais vous poser une autre question. Lorsqu'ils ont décidé de renverser Bachar el-Assad, le président Sarkozy, et je pense que c'était, je ne me rappelle plus exactement de son nom, le Premier ministre britannique, et Barack Obama ont décidé ensemble de renverser Muammar Kadhafi. Pourquoi? On ne le sait pas. Personne ne nous a jamais expliqué pourquoi ils voulaient renverser Kadhafi. Il y a bien des théories. Mais alors, quelle est votre théorie? Eh bien, je vais vous donner une petite anecdote également. J'ai posé la question à des dirigeants africains, donc des personnes qui faisaient vraiment partie de ces discussions, et ils m'ont dit, nous n'en savons rien. Une querelle avec Sarkozy? Était-ce lié au financement de la campagne? Il y a bien d'autres théories, par exemple que Kadhafi voulait lancer une devise africaine. Moi, une de mes théories est celle-ci. Kadhafi, rappelons-nous, quelques mois avant, s'était levé et avait pris la parole pendant 1 heure devant l'Assemblée générale des Nations Unies avant de déchirer devant tout le monde la charte des Nations Unies. Et je me suis dit, bon, là, ils vont le tuer. Ils n'ont pas décidé de le tuer, mais voilà. Quoi qu'il en soit, il n'y avait pas de bonne raison, à part peut-être cette provocation. Et on nous a raconté ce mensonge. Nous sommes en train de sauver les peuples de Benghazi. Et nous en avons vu les conséquences. Et donc c'est le type de mensonge qu'on peut entendre. Donc la Libye, aujourd'hui, a connu une guerre civile de 14 ans parce que les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France ont décidé de renverser le gouvernement. Sont-ils tenus pour responsables? Avons-nous des enquêtes? Les Nations Unies enquêtent-elles sur cette question? Non. La réponse est non, tout simplement. Donc cette impunité continue et ne s'arrête jamais. Et c'est pourquoi je suis un peu allergique à cette réponse de dire « Oui, mais nous sommes des démocraties par rapport aux autres. » Évidemment, qu'est-ce que c'est la démocratie? En français, on dit souvent ceci. Vous savez ce qui est différent entre la dictature et la démocratie, c'est que en dictature, on dit
taisez-vous, tandis qu'en démocratie, on dit bon, on continue à discuter, continue à parler, on ne vous écoutera pas de toute façon. Took as long as you want, no problem. But let's Professor Sachs, let's go about Quoi qu'il en soit, continuons. Pourriez-vous nous expliquer how can you quelles sont les raisons? L'argent, peut-être? On a entendu parler de la Libye, par exemple. Consequences of Libya, we're talking about Libya. On sait qu'il y a eu les ravages causés par la situation, on sait ce qu'il se passe en Europe. But I want to go back to Mais moi, j'aimerais revenir à la question de la Russie et de l'Ukraine. Vous avez pris une position très ferme, très lucide à ce sujet. Certains disent que Poutine, ce serait Hitler et Zelensky, c'est Churchill. Mais vous avez dit, c'est pas vraiment ce qui se passe. Et beaucoup de personnes en Europe pensent là. Tout le monde veut toujours, en Europe, on dit, voilà, les envahisseurs russes sont nazis. Et c'est toujours la rhétorique que nous entendons en Europe. Je ne sais pas comment cela se passe aux États-Unis, mais donc j'aimerais savoir comment vous expliquez ce qu'il se déroule entre l'Ukraine et la Russie après maintenant 3 ans. J'ai un point de vue qui est très personnel à ce sujet. J'étais conseiller économique auprès de gouvernements d'Est de l'Europe et de l'ancienne Union soviétique, donc fin des années 80 et jusqu'à la moitié des années 90. Donc je connais ces personnes. Donc j'étais conseiller pour le président Gorbatchev, j'étais également conseiller pour le président Yeltsin et pour Kuchma, donc deuxième président de l'Ukraine indépendante. Je sais avec certitude que la paix était possible en Europe. La base de cette paix était simplement la coopération et le respect mutuel avec la Russie post-communiste et les autres pays, sur base de non-provocation. Parce que c'est ce que voulait la Russie. Même Poutine, lorsqu'il a pris le pouvoir, il était pro-européen et pro-américain. Mais je connais également la mentalité américaine et je peux vous dire ceci, la mentalité américaine n'a pas été de se dire c'est la fin de la guerre froide, c'est génial pour les deux parties. Non, la mentalité américaine c'est on a gagné, vous avez perdu. Donc on reprend toutes les parts du gâteau. Donc l'Amérique ne voulait pas de la paix avec la Russie. L'Amérique voulait l'assujettissement de la Russie, la soumission. Et horrifié, j'ai observé la situation évoluer depuis les années 1991. Les Américains n'acceptaient aucune réponse de la Russie. Pour les Américains, c'était « vous restez à votre place ». Et à ce moment-là, le rêve des Américains, c'était de casser la Russie, de la même façon qu'ils ont cassé l'Union soviétique. C'est la doctrine Brzezinski, diriez-vous? Oui, Brzezinski nous l'avait déjà mentionné. C'est ça qui est magnifique, c'est que tout peut être lu dans les livres, il y a déjà les plans qui sont établis. Et Brzezinski a écrit plusieurs études, dont un qui s'appelle une stratégie ou une grande stratégie pour l'Eurasie dans Affaires étrangères en 1997. Et la même année, je pense qu'il a également publié un livre, Le Grand Échiquier. Et donc, l'idée de Brzezinski, qui est un Polonais-américain brillant, que j'adore d'ailleurs, c'est une personne très agréable. Mais il détestait la Russie, et donc son idée était celle-ci. Voilà, maintenant, on a réussi à les mettre où on voulait, et maintenant, il faut plus qu'il soit une puissance de 2e rang, mais qu'il soit carrément une puissance de 3e rang. On doit les entourer les encercler dans la mer Noire, telle que Palmerston et Napoléon III l'ont fait en 1853. C'est presque la même guerre de Crimée qu'à l'époque. Donc, nous connaissons les objectifs de l'époque de Palmerston et Napoléon, c'était de bannir la flotte russe de la mer Noire. Et finalement, c'est la même chose pour Brzezinski et les Américains. L'objectif, c'est que tous les voisins de la Russie en mer Noire soient des pays de l'OTAN. Donc, ça veut dire l'Ukraine, la Roumanie, la Bulgarie, la Turquie, ils sont déjà membres, et
la Géorgie. Cela défie la raison. Que sommes-nous en train de faire? Pourquoi inviter la Géorgie en tant que membre de l'OTAN? Ce n'est plus l'Atlantique Nord, là. Et le pacte de Varsovie a été éliminé, n'est-ce pas? Oui, en effet. Évidemment, l'objectif, donc le 7 février 1990, James Baker et Hans-Dietrich Gender, donc ministre des Affaires étrangères pour l'Allemagne et les États-Unis, ont dit à Gorbatchev, et c'était sans équivoque, avec l'unification de l'Allemagne, l'OTAN ne bougera pas d'un centimètre vers l'Est. Évidemment, les États-Unis ont triché, comme d'habitude. Quelle surprise! Et c'est finalement cela toute l'histoire. Mais où était l'Europe dans cette histoire? Eh bien, Nicolas Sarkozy, président en 2008, la chancelière Merkel qui dirigeait l'Allemagne, et donc lors du sommet à Bucarest de l'OTAN en 2008, lorsque la décision était annoncée, tant Sarkozy que Merkel savaient que c'était une très mauvaise idée. Mais George W. Bush Jr., à l'époque, s'est penché vers eux et leur a dit « Vous allez signer ». Et ils ont cédé. Et là, je pense que c'est peut-être le dernier jour de la politique extérieure européenne indépendante. Pensons à la guerre d'Irak. Il y avait une opposition européenne durant toute la guerre, horrible. Villepin, avec brio, a déclaré pourquoi nous avions tort de mener une telle guerre. En 2003, exactement. Oui, c'est bien cela. Tout ceci était abandonné. L'objectif même de l'élargissement de l'OTAN, c'était de repousser la Russie, récupérer la Crimée, j'en suis certain. Je suis certain que cela faisait partie de l'objectif. Et ils ont même renversé un président, le président de l'Ukraine, Yanukovych, en février 2014. Et c'est vraiment là que le conflit a démarré. Vous parlez de la place Maïdan, etc. Oui, bien sûr. À ce sujet, Jeffrey Sachs, pensez-vous que l'OTAN, qui ont bombardé la Yougoslavie sans écouter les Nations Unies, est-ce que cela a joué un rôle important? Parce que quand je parle à des Russes, ils nous disent souvent « cela pour nous était la preuve que les États-Unis et l'Europe sont contre nous », donc en 1990. Alors, lors du bombardement de Belgrade, donc c'est 78 jours de bombardement par l'OTAN sur une capitale européenne, et d'ailleurs une très belle capitale. C'est vraiment là le pire exemple de cynisme. L'idée de Madeleine Albright, et je ne sais pas vraiment quelle était cette idée, mais les implications étaient celles-ci. Nous voulons mettre la Serbie à genoux, diviser le pays en deux, créer le Kosovo, puis y construire la plus grande base militaire de l'OTAN pour le sud-est européen, à Bondstil, donc base de l'OTAN au Kosovo. Alors on parle là d'être crédible de confiance. Non seulement on casse le pays, on le sépare, mais en plus on y construit une base de l'OTAN. Donc là, revenons sur les mobiles, c'est dégoûtant. Mais alors oui, bien sûr, les Russes ont été choqués par cet événement. Et je pense qu'ils ont été encore plus choqués par autre chose. Par ce qu'il s'est passé en 2002. C'est lorsque les États-Unis, de manière unilatérale, se sont retirés du traité sur les systèmes antimissiles balistiques. D'un point de vue russe, ceci allait à l'encontre de la sécurité nationale américaine. Ça veut dire que les États-Unis, tout d'un coup, pouvaient dire « on va avoir un système de défense antimissile contre vous », et les Russes ont dit bah, « d'accord, et en même temps, de l'autre côté, vous allez frapper nos dirigeants ». Donc les États-Unis, seuls, sans négociation avec la Russie, ont abandonné le traité ABM. Et pour moi, c'est bien plus grave et ça a eu bien plus de conséquences que ce qu'il s'est passé en Serbie. Parce que les États ont peur de la guerre nucléaire. Soyons honnêtes, c'est la seule chose qui peut nous détruire. Mais nous jouons avec la guerre nucléaire comme si nous jouions avec le feu. Et donc les États-Unis
l'ont fait, se sont retirés de ce traité. Et c'est dans ce contexte de duperie, de tromperie, dans l'échec du cadre de maîtrise des armements nucléaires, l'installation du système de défense antimissile en Pologne et en Roumanie par les États-Unis, le coup d'État contre Yanukovych en février 2014, l'échec de la France et de l'Allemagne a même simplement essayé de réagir. Là, vous parlez de Minsk, c'est cela, du traité de Minsk, quand ils ont dit « on s'en contrefout. Nous, tout ce que nous voulons, c'est vraiment laisser du temps à l'Ukraine pour remonter son armée. » Exactement. Comment survivre dans une situation pareille, si nous sommes tellement désinvoltes, si nous sommes fiers des subterfuges, des mensonges que nous utilisons? Je suis un peu âgé et moi j'ai toujours pensé que la confiance et l'honnêteté, la vérité envers ses ennemis, encore plus qu'envers ses amis, c'est ce qui nous maintient en vie. Il faut arrêter de jouer des jeux d'espions, de savoir qui peut tuer qui avant l'autre. Cela peut nous mener à 2000 années de guerre. Mais ne le faites pas à l'ère du nucléaire. Quelle idée! Soyez intelligents et soyez francs et directs. Et je ne comprends pas pourquoi les pays ne le font plus. Il n'y a plus aucune diplomatie, il n'y a plus que des mensonges. C'est intéressant ce que vous nous dites. Avant de parler d'Iran, d'Israël, j'aimerais revenir là-dessus. Je sais que vous n'êtes pas un psychoanalyste, vous n'êtes pas un expert en Freud, mais que voyez-vous dans les cerveaux, les esprits de ces personnes qui ne s'inquiètent que de leur pouvoir, c'est cela? Ce que vous nous dites, ça a beaucoup de sens, mais ils n'y pensent pas. Ils ne pensent qu'à une chose, c'est de gagner, de vaincre par rapport aux autres. Nous sommes des super-humains, des super-puissances, et les autres doivent céder, se mettre à genoux devant nous. Je dois être honnête, j'y ai déjà pensé depuis longtemps. Et j'en ai tiré une conclusion assez simple. C'est quelque chose qui est enraciné dans les états d'esprit des puissances occidentales. Parce qu'il faut savoir, la Grande-Bretagne, l'Europe, les États-Unis, pendant des siècles, ont dominé le monde, ont dirigé le monde. Et donc les États-Unis, jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas compris qu'ils ne dirigent plus le monde. Beaucoup des idées qui ont eu des répercussions si négatives, ces guerres, la guerre d'Ukraine, pourquoi ont-elles exécutées? Eh bien, une des raisons, c'est tout simplement que ces nations, les nations occidentales, surestiment leur pouvoir, ont un orgueil énorme, tellement qu'ils ne reconnaissent pas la situation. L'Occident a toujours pu décider de l'avenir du monde pendant des siècles. Ils se disent, qui c'est ce pays-là, l'Iran? La dernière fois qu'on a eu un problème avec l'Iran, on les a vaincus dans le détroit de Salamine en 490 avant Jésus-Christ. Donc je pense que l'attitude est une attitude de mépris, de dédain. Et donc le problème, c'est que tout d'abord, moi je ne pense pas que le dédain soit une bonne façon de fonctionner, ce n'est pas un monde plaisant. Mais en plus, cela ne fonctionne pas car l'équilibre des pouvoirs est bien plus équilibré aujourd'hui que par le passé, et bien plus que ce qu'on ne peut le penser. Car le nucléaire, la puissance nucléaire, cela permet d'égaliser les forces. C'est d'ailleurs la seule chose qui pourrait détruire les États-Unis. Ça peut vraiment détruire les États-Unis. Même la Corée du Nord, imaginez-vous, pourrait détruire les États-Unis. C'est vrai, tout simplement. Et donc, nous devons nous montrer un peu plus prudents. Nous ne devons plus dicter les choses. Nous devons trouver des accords avec les autres pays
en tant que vrai pays avec leurs prérogatives et en arrêtant avec ces deux poids, deux mesures permanents. C'est très intéressant et ceci m'amène à Donald Trump. Donald Trump, et que chacun peut avoir son avis sur lui, nous a dit ceci. Au début de son premier mandat et au début de son deuxième mandat, nous ne sommes plus là pour construire des nations, pour changer des régimes, ça c'était avant, comme Barack Obama. Et c'est très intéressant d'ailleurs. Obama, qui a gagné le prix Nobel de la paix, a envoyé des dizaines de milliers de bombes sur la Syrie, l'Irak, la Libye, le Yémen. Donc Trump nous disait, pourquoi est-ce que moi je ne gagnerais pas le prix Nobel de la paix? Mais comment se fait-il qu'il nous ait dit, je ne veux plus de changement de régime, je ne veux plus de construction de nation? Que lui est-il arrivé? A-t-il changé d'avis avec ce qu'il se passe en Iran, à Gaza, en Israël? Ou est-il en train de jouer un jeu d'échecs? Oh, faites-moi confiance, il ne sait pas comment jouer aux échecs. Donc oublions cette option. On comprenait bien. Il y a plusieurs points à souligner. Tout d'abord, l'entreprise de sécurité des États-Unis est une entreprise de l'État profond. Donc ce n'est pas les présidents qui décident. C'est un continuum créé par la CIA, le Pentagone, les services armés. Depuis quand, Jeffrey Sachs, si je peux vous passer la question? Depuis 1947. Eisenhower, lui-même, qui était le commandant suprême des forces alliées durant la Deuxième Guerre mondiale, nous a avertis de la puissance du complexe militaro-industriel. Eisenhower avait tout compris. Il n'a pas dit grand-chose pendant sa présidence, mais durant les 4 derniers jours de sa présidence, il a dit « Nous avons un grave problème. Notre gouvernement est en fait aux mains du complexe militaro-industriel. » Ce n'est qu'un seul des aspects à mentionner. On a toujours l'impression qu'il y a des élections, qu'il y a des présidents, qu'ils prennent des décisions, qu'ils sont de fortes personnalités. Mais ensuite, il y a également une continuité dans notre relation avec l'Israël. Israël a beaucoup d'influence sur la politique américaine. C'est étonnant. Et si vous regardez la situation, si vous observez cette situation, c'est difficile à comprendre. Soyons honnêtes. Israël prend les décisions pour la politique étrangère américaine. Nous nous sommes retrouvés en guerre plus souvent à cause d'Israël que d'autres décideurs. Nous avons combattu dans plus de guerres de Netanyahou que nos propres guerres, et c'est clairement vrai. Alors pourquoi? C'est un peu mystérieux. Une partie de la réponse, c'est celle-ci. C'est qu'il y a un lobby pro-israélien très puissant aux États-Unis. Et il s'appuie sur deux composants. Tout d'abord, il y a beaucoup d'Américains juifs, mais il y a un autre composant à prendre en compte. C'est assez étonnant d'ailleurs. C'est le fait qu'il y a 50 millions de chrétiens évangéliques aux États-Unis qui lisent le livre de l'Apocalypse et disent qu'il est très important d'amener l'Armageddon et la seconde venue du Christ, et puis le millénaire de règne du Christ, en ramenant les Juifs sur la Terre Sainte. C'est étonnant à dire, mais c'est vrai, ils le pensent vraiment. Et allons plus loin, ceci a des implications politiques. Nous pensons que cela représente 45% des électeurs de Trump, ces chrétiens évangéliques. Donc il y a tout ce lobbying, il y a cette idée de l'État profond qui se dit que Israël et le Mossad en particulier sont magnifiques, ils sont très forts, ils tuent, ils assassinent, ils font notre sale boulot et ils sont impitoyables et en plus ils sont de notre côté. Donc il y a vraiment une connexion forte entre l'État profond, la CIA et le Mossad qui remonte à des décennies. Donc c'est très puissant.
Par ailleurs, nous savons également qu'il y a eu beaucoup de chantage organisé par la CIA, tels que les scandales d'abus sexuels qui étaient des opérations du Mossad, nous le savons. You're referring to the Epstein affairs, yeah. De quoi vous parlez? Vous parlez de Epstein, par exemple? De Jeffrey Epstein? Oui, bien sûr, tout ça. Ce sont des affaires horribles. Les États-Unis, en tant que pays indépendant, l'un des 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, une démocratie comme nous adorons le dire, devrait dire à Israël « Arrêtez de massacrer des dizaines de milliers de Palestiniens ». Mais il n'arrive pas à le dire. La France non plus n'élève pas la voix, ni le Royaume-Uni. Jeffrey Sachs, c'est très intéressant ce que vous nous dites, mais ne pensez-vous pas que ce qu'a fait le Hamas le 7 octobre, et même sans parler de cela, pour vous, l'Israël, est-ce une nation qui ne doit pas être là où elle est? Vous savez ce que nous avons en France, en Europe, il y a beaucoup de personnes qui disent, voilà, l'Israël, c'était la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu l'Holocauste, mais aujourd'hui, il y a certaines personnes qui le disent, et vous le savez, et chacun a le droit de dire ce qu'il veut, qui nous disent, voilà, Israël a fait son temps, ça ne fonctionne pas au Moyen-Orient, donc peut-être est-ce que l'Israël devrait disparaître en tant qu'État du Moyen-Orient? C'est une question que je demande franchement, que je vous pose franchement. Alors, je vais vous donner une réponse simple et franche. Il y a 8 millions d'Israéliens juifs, il y a 8 millions de Palestiniens arabes, et ils devraient chacun avoir un État. Et ce qui est génial avec cette idée, c'est que c'est tout à fait faisable. C'est en accord avec le droit international. Et il y a l'espace en plus disponible. On sait déjà où les mettre, ces deux pays. Les frontières ont déjà été décidées le 4 juin 1967. Depuis 1967, il y a eu des résolutions des Nations Unies, avec la 242 en premier lieu. À l'Assemblée générale des Nations Unies, plus de 180 pays le soutiennent. Donc pourquoi ce n'est pas le cas? Eh bien, prenons le cas de la France. Le président Macron est censé organiser, avec le prince héritier d'Arabie Saoudite, une conférence sur la solution à 2 États. C'est magnifique, mais peut-être que ce serait plus simple de dire, en tant que France, nous reconnaissons l'État palestinien et nous faisons appel à tout le monde pour que ça existe. Ce serait le plus simple, le plus évident. Mais qui s'y oppose? Qui s'y oppose? Les États-Unis. C'est ça la réponse. Oui, vous avez tout à fait raison. Le problème, eh bien, vous savez, j'ai vécu pas mal de temps au Moyen-Orient. Je parle arabe, je lis l'arabe. Mais le problème, c'est de savoir comment on peut survivre avec tous les pays arabes autour, pas tous, et vous lisez bien plus les textes, les publications à ce sujet. Mais nous savons. Et je vous parle des islamistes, je ne parle pas des musulmans, je fais vraiment la différence, et vous le savez, c'est très important, je suppose que vous serez d'accord. N'oublions pas que certaines personnes disent que pas 1 centimètre du Moyen-Orient ne sera habité par des personnes autres que des musulmans ou des arabes. Et on ne parle pas que d'Israël, on parle des bouddhistes, des hindouistes, ils ne veulent personne, ils ne veulent pas 1 centimètre occupé par des non-arabes, non-musulmans. Alors comment gérer une telle situation? Parce que c'est vrai, l'Iran le dit également, j'y ai vécu, et je peux vous dire qu'une partie de la population et des gouvernements disent voilà, non, nous ne voulons personne. Eh bien, vous savez qui a utilisé, c'est intéressant, mais qui a utilisé en premier cette phrase? C'est le Likoud en Israël qui nous a dit du Jourdain à la mer, tout est Israël. Donc, la première chose que je ferais, ce serait de dire, nous savons qu'il y a des extrémistes de chaque côté. Il y a une division, une polarisation, et donc voilà. Le reste du monde en a marre, donc on va diviser le pays en 2. On en a marre d'être tiré dans ce qui pourrait devenir une guerre mondiale. Et je reçois des emails de chrétiens évangéliques qui se réjouissent d'une guerre mondiale. Et ils se réjouissent de l'Armageddon. Je ne me moque pas de vous, là. Je reçois ce type d'emails et ce ne sont même pas des personnes qui sont là pour agresser ou être violents. Non, non, non. Ils me disent, Monsieur Sachs, vous devez comprendre, c'est la prophétie, comprenez le temps dans lequel nous vivons. Et c'est la prophétie qui est en train de se réaliser.
C'est quelque chose que j'aimerais qu'il soit mis en place au niveau de l'Assemblée générale, au niveau du Conseil de sécurité des Nations unies. Alors je travaille avec des diplomates iraniens de tous les pays arabes d'ailleurs, de la Ligue arabe, et je pense vraiment qu'un accord est trouvable. L'accord, ce serait la paix dans la région, 2 États, fin du blocus, fin des assassinats et fin des sanctions sur l'Iran. Et si c'est le cas, l'Iran accepterait la situation. La paix, c'est mon avis. Mais comment vérifier cette vision? Il faut essayer la diplomatie. Il faut explorer la possibilité diplomatiquement. Moi, je sais que Bibi Netanyahou, son objectif pendant 30 ans, ça a été d'empêcher la diplomatie. Les États-Unis et l'Iran sont en négociation. Ils allaient passer au 6e cycle de négociation. Et ils nous disaient, des progrès sont réalisés. Et c'est la raison pour laquelle Israël a commencé à les bombarder. Parce que le progrès de la diplomatie, c'est la pire chose qui puisse arriver pour Israël, puisque c'est des extrémistes pour eux. Oui, monsieur Jeffrey Sachs, quand on parle de Ahmadinejad et que Khomeini nous ont dit nous ne voulons pas d'Israël, il faut l'éradiquer. C'est un peu comme quand vous parlez des chrétiens évangéliques de l'autre côté, et comme les extrémistes israéliens de l'autre côté encore. Moi, je pense qu'il faut prendre tous les côtés en compte. Le problème, c'est que c'est plus difficile qu'en Ukraine. En Ukraine, cela va se résoudre. Le conflit ukrainien plutôt, se résoudra d'une certaine manière. Peut-être pas la meilleure, mais voilà. Mais comment résoudre une situation dans laquelle certains nous disent « Je suis évangélique, je veux l'Armageddon. Je suis islamiste, politique, un activiste. Et sincèrement, je veux suivre la charia dans la vie de tous les jours et je ne veux rien qui n'y ressemble pas. » Et on voit bien ce qui se déroule en Iran avec les femmes iraniennes. Donc comment faire se réconcilier ces choses qui n'ont rien à voir finalement avec le radicalisme et la religion fanatique? Alors je me rappelle toujours quand Ahmadinejad est venu sur notre campus à la Columbia, il y avait des manifestations énormes et j'ai pu les éviter parce que je devais me rendre à l'ouverture de l'Assemblée générale des Nations unies. Et je marchais vers les Nations unies et je passe la 47e et la 2e avenue, donc c'est un petit parc près des Nations unies. Et là, qui vois-je? 50 rabbins qui portent des pancartes disant « Le sionisme va à l'encontre de la Torah ». Donc c'était des rabbins extrêmement juifs, anti-sionistes, très religieux, qui venaient de Brooklyn. Donc le monde est plein d'avis divergents. Mais si nous faisions un sondage dans ce monde, et c'est d'ailleurs le cas, cela a déjà été fait à plusieurs reprises, environ 185 pays sont en faveur de la solution à 2 États. C'est pour cela qu'une conférence aurait dû être organisée avant que Israël ne commence ses bombardements la semaine dernière sur la mise en œuvre de la solution à 2 États qui aurait été organisée par le président Macron et le prince héritier Mohammed bin Salman. C'est ce que veut le monde. Nous disposons de l'instrument qui permettrait de le mettre en place, c'est les Nations Unies et le Conseil de sécurité de l'ONU. Donc nous pouvons le faire. Je sais, il y a des extrémistes de chaque côté qui veulent s'entretuer, des extrémistes qui veulent tuer leur propre peuple, nous le savons. Comment Yitzhak Rabin est mort? Il n'a pas été tué des mains d'un islamiste, il a été tué par un juif radicaliste. C'est comme le Hamas qui tue les membres de l'autorité palestinienne qui ne sont pas en accord avec eux. Donc ce que je vous dis, c'est que nous ne trouverons pas l'unanimité, c'est clair, mais nous pouvons atteindre la paix. Et c'est ce que je veux de manière très pragmatique, car je pense que tout le monde souffre, y compris ceux qui souffrent de la guerre interminable de Benjamin Netanyahou, puisqu'il s'oppose à tous les gouvernements qui ne sont pas d'accord avec Israël. On doit arrêter les guerres et donner une place au règlement diplomatique.
but you yourself. Oui, tout à fait. Mais vous-même, bien sûr, vous ne voulez pas de changement de régime, mais pourquoi n'acceptez-vous pas de dire que les islamistes d'Iran sont un régime oppressif, presque fasciste? Vous savez, nous avons des Iraniens en France. Ils nous parlent de la situation horrible qui se déroule en Iran. Vous savez ce qu'on fait aux femmes qui sont pendues, violées. Comment accepter une telle situation? Alors, j'ai rencontré le président iranien. Il fait partie d'un groupe à l'Assemblée générale des Nations unies en septembre. Il est médecin, il est chirurgien d'ailleurs. Et durant toute la discussion, il a parlé de la paix. Bien sûr, je l'ai rencontré. Dear Jeffrey Sachs, don't you think Monsieur Jeffrey Sachs, pardon. Il m'a dit, voilà, moi j'aimerais bien qu'on puisse s'asseoir autour de la table plutôt que de se bombarder, que les assassiner. J'aimerais avoir juste un jour de discussion honnête autour d'une table. Et les États-Unis ont dit, et nous ne savions même pas si c'était ce jour-là ou pas, ils nous ont dit, voilà, on va négocier, on ne sait pas pourquoi. Et les négociateurs sont arrivés, ils ont dit, oh bah, on a bien progressé. Et puis on a fait notre deuxième cycle de négociation, troisième, quatrième, cinquième, et puis tout d'un coup, on commence à les bombarder. C'est quoi ce comportement? C'est de la folie. C'est le type de comportement qui nous mène à la perte de tout le monde. Donc je n'aime pas qu'on caractérise, qu'on catégorise les personnes auxquelles nous ne parlons pas. Nos politiciens sont stupides, sachez-le. On a un sénateur, Ted Cruz. C'est un voyou, soyons honnêtes, une brute. Il nous a dit, voilà, il faut détruire l'Iran. Quelqu'un lui a posé la question, mais combien d'habitants il y a en Iran? Ted Cruz n'en avait pas la moindre idée. Il ne savait pas. Il n'avait aucune idée, c'est des personnes qui sont ignorantes. Moi, j'aimerais mettre en place une règle qui amènerait à la paix mondiale. Ce serait cette règle. Les États-Unis ne peuvent pas bombarder un autre pays, sauf si 50% des citoyens américains peuvent nommer 2 villes du pays qu'ils veulent bombarder. Avec cette nouvelle règle, il n'y aurait plus aucune règle, il n'y aurait plus aucune guerre menée par les États-Unis. Vous êtes en train de nous dire qu'ils sont tous des analphabètes aux États-Unis? Non, les Américains sont très mauvais en géographie, parce qu'ils sont entourés de 2 grands océans. Ils ne s'intéressent pas du tout du nom des villes en Iran, par exemple. Jeffrey Sachs, vous avez fait le tour du monde en tant que conseiller, en tant qu'expert. Vous nous dites qu'il y a de l'hypocrisie partout. Moi, je ne suis pas d'accord parce que vous nous dites qu'il n'y a de l'hypocrisie que dans l'Occident. Mais n'oubliez pas, quand votre médecin iranien vous parle, il sait que vous êtes un occidental et il vous dit ce que vous voulez entendre. Soyons honnêtes, vous le saviez. Oui, bien sûr, je sais, je me rends bien compte. J'apprécie beaucoup la politique à la Jésus-Christ. En tout cas, c'est comme ça que je l'expliquerai plutôt. Parce qu'il nous a dit, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Je ne sais pas quelle est l'exacte traduction, mais... C'est le paille et la poutre. Le paille et la poutre, yes. Cela devrait être l'approche très intelligente de la démocratie. Revenons à Jésus-Christ alors. Oui, je pense que Jésus-Christ a beaucoup de très bonnes idées. Par exemple, te crois-tu assez pur pour jeter la première pierre? Très bien. Si on utilisait cela, personne ne lancerait la première pierre. Personne ne jetterait la première pierre. Et c'est exactement ce qui se déroulerait. Et donc il s'est tourné vers la femme et il a dit, va-t'en et ne dis rien d'autre. C'était très intelligent. Donc je pense qu'il faut arrêter, mettre de côté l'hypocrisie, le recours à la violence. Revenons aux faits. Acceptons que le compromis est nécessaire. Acceptons que l'Occident ne contrôle pas le monde. Que ce soit les États-Unis, l'Europe, vous représentez 800 millions d'habitants au total. Si on rajoute le Royaume-Uni, je ne sais pas si vous voulez, mais si vous voulez, cela ferait peut-être 900 millions d'habitants.
D'accord. Donc cela représente entre 10 et 12% de la population mondiale. Pendant longtemps, vous avez dominé le monde. Mais c'est fini, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Donc il est temps de mettre en place quelque chose qui n'est plus hypocrite et qui est enfin basé sur l'écoute. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut se désarmer unilatéralement, mais plutôt arrêter de bombarder les autres peuples, écoutez-les. Je suis désolé, je vais devoir partir parce que j'ai une interview en direct très bientôt. Merci, mais j'ai une toute dernière question à vous poser. En vous appuyant sur toute votre expérience, êtes-vous un optimiste ou un pessimiste en fonction de la situation, en ce qui concerne la situation actuelle? J'ai l'impression que nous nous rapprochons très fortement du ravin. Je n'aime pas du tout la situation. Je trouve que la situation est très dangereuse. C'est l'échec de la diplomatie de base. Et je n'arrive pas à comprendre que les dirigeants européens ne soient pas capables d'appeler Poutine pour discuter avec lui, plutôt que dire voilà, préparez-nous à la guerre, nous voulons la guerre. Moi, je ne pense pas que c'est la bonne façon d'agir et cela ne me rend pas optimiste. Je ne pense pas que l'optimisme ou le pessimisme détermine votre comportement, mais en tout cas, ça vous montre un peu, cela mesure l'état des choses et je pense que ça veut dire qu'aujourd'hui, il est temps de s'inquiéter et commencer à discuter l'un avec l'autre. Eh bien, merci. Nous venons justement de discuter. Merci beaucoup, professeur Sachs.